Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer, à suivre dans cette première demi-heure d'information la visite historique en République démocratique du Congo de l'émir du Qatar à Kinshasa dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Les accords bilatéraux ont été signés à l'issue des échanges que le président de la République a eu avec l'émir du Qatar. Les détails dès le début de ces journal. Et aucun décès ni blessé n'a été enregistré à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans les entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes là à Limete Kingabwa. Voilà pour nos titres. Nous sommes aujourd'hui samedi 22 novembre en Kinshasa. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne. Les 10 au sommet de cette édition, l'émir du Qatar était à Kinshasa hier pour une visite officielle. À son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, il a été chaleureusement accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait le déplacement sur place pour notamment accueillir son invité de marque. On en parle dans ce reportage. Ndjili, aéroport international. Ce vendredi 21 novembre 2025 au matin, le pavillon présidentiel revêt une nouvelle robe. À quelques heures de l'arrivée de l'invité de marque, tout est mis en branle. La presse nationale et étrangère donne déjà de la voix. La fanfare de la garde républicaine est prête et le tapis rouge en train d'être déroulé. L'événement, c'est la visite d'État à Kinshasa de l'émir du Qatar. Pour sublimer cette visite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son visiteur, le souverain qatari. Comité d'accueil rangé, 10h50, l'avion présidentiel qatari se pose sur le tarmac, le chef de l'État s'avance. À sa descente d'avion, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Poignée de main, accolade, l'émir de l'État du Qatar reçoit par la suite son bouquet de fleurs avant les honneurs militaires. Exécution des hymnes nationaux, passage de troupes en revue, les deux chefs d'État font par la suite la présentation des délégations respectives. Kinshasa et Doha entretiennent d'excellents liens diplomatiques, politiques et économiques. Et la visite officielle de ce jour devra permettre le renforcement de ces relations bilatérales et l'ouverture à de nouveaux partenariats. Ce sera également l'occasion pour les deux États d'évaluer le processus de paix en cours à Doha pour amener la paix dans l'est de la RDC et dont la médiation est assurée par l'État du Qatar. Il faut rappeler que les deux personnalités s'étaient rencontrées le 4 novembre dernier à Doha au Qatar en marge du sommet mondial pour le développement social. Et après l'accueil chaleureux à l'aéroport international d'Ndjili, les deux chefs d'État ont pris la direction de la cité de l'Union africaine où ils ont eu un entretien en tête-à-tête sur plusieurs questions d'intérêt commun. De ces tête-à-tête est sorti 6 accords bilatéraux. Reportage. Comme il avait fait ce matin au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, le chef de l'État était à l'entrée de ses bureaux de la Cité de l'Union africaine pour accueillir personnellement son hôte de marque. Après ce moment empreint de respect et de convivialité, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont retirés loin des caméras pour un tête-à-tête de près d'1 heure. Seuls, les deux dirigeants ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Après cette entrevue, l'autre temps fort de la visite historique du monarque qatarien, c'est la signature de 6 protocoles d'accord couvrant plusieurs secteurs, transport, justice, affaires sociales, diplomatie et jeunesse. En présence de 2 chefs d'État, les ministres sectoriels des 2 États ont signé des accords. Le premier étant protocole d'entente dans le domaine des ports entre Qatar Port Management Company de l'État du Qatar et l'Office national des transports, ONATRA SA, représenté par le vice-premier ministre
ministre des Transports et Voies de Communication et Désenclavement de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, et pour la partie qatari, par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Dr Mohamed bin Abdelaziz bin Saleh Al-Khulafi. Le deuxième est un protocole d'accord de coopération dans le domaine juridique entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo, représenté par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Kaikwamba Wagner. Le troisième protocole d'entente concerne la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre les deux pays représentés respectivement par la ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, Grace Coutinho, qui était en face du ministre qatari des Affaires étrangères. Dans le domaine diplomatique, son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Thani et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont assisté à la signature de l'accord d'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux entre le Qatar et la RDC. Sur la liste des accords, il y a également un mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale de la République démocratique du Congo relatif au soutien apporté au projet de réponse d'urgence multisectorielle en République démocratique du Congo au Nord Kivu. Le sixième et le dernier protocole d'entente signé ce jour historique entre la RDC et l'État du Qatar porte sur l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt entre le ministère des Affaires étrangères des deux pays. Ces accords signés en présence des deux chefs d'État est le fruit d'excellentes relations bilatérales qu'entretiennent les deux pays. Cette visite historique, qui est la première d'un émir qatarien en RDC, avait été conclue en marge du deuxième sommet mondial pour le développement social organisé à Doha du 4 au 6 novembre dernier, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était entretenu avec l'émir du Qatar sur de nombreux sujets d'intérêt commun et sur les différents processus de paix en cours. Pari gagné pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour qui la diplomatie fait partie du pilier de bonne gouvernance. Dans le domaine sécuritaire, le Qatar joue un rôle clé de médiation entre la RDC et l'AFC M23 dans le cadre du processus de Doha. Retenez également qu'il y a un mois, plusieurs lettres d'intention avaient été signées avec la société d'investissement qatarienne Al Mansour Holding, avec un capital évalué à près de 21 milliards de dollars américains à injecter dans divers secteurs. Et après la cité de l'Union africaine, les chefs d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les maires du Qatar se sont rendus au musée national. Question de s'immerger dans l'histoire de la République démocratique du Congo avec l'exposition Mobutu, une vie, un destin. Reportage. Au-delà de la rencontre bilatérale à la Cité de l'Union africaine, la visite de l'émir du Qatar a été marquée par la visite du musée national de la RDC. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a été particulièrement intéressé par l'histoire politique du pays de Lumumba. Accueilli par la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, le directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo et la directrice du musée national, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte ont d'abord parcouru brièvement l'exposition dénommée Mobutu, une vie, un destin, qui retrace la vie et le parcours de l'ancien président du Zaïre. Le président de la République et l'émir du Qatar ont exploré à ce sujet des photographies, des coupures de presse, des œuvres d'art et d'autres objets laissés en héritage par le maréchal Mobutu Sese Seko. Les deux dirigeants ont ensuite fait le tour de la salle d'exposition temporaire des instruments de musique et de communication traditionnels du musée. Une riche collection d'objets historiques tels que le sifflet, la trompette, la harpe, les xylophones et le tambour à fente, ainsi que le lamélophone provenant des diverses provinces du pays. Au terme de cette courte visite, l'émir du Qatar a signé le livret d'or du musée national de la RDC. Il est quatrième personnalité à apposer sa signature sur ce document après le président de la République Félix Tshisekedi en 2019, le roi des Belges en 2022 et la première dame de la Serbie en 2024.
Et l'ambassadrice de la RDC au Qatar réagit juste après la signature de ces 6 accords bilatéraux conclus entre la République démocratique du Congo et le Qatar. On l'écoute. Essentiellement, l'échange entre nos deux chefs d'État ont porté sur les relations entre les deux États. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo et l'État du Qatar ont des excellentes relations. Les relations bilatérales se portent au bout fixe et au passage, nous avons signé une série d'accords et de mémorandums d'accords d'entente entre les deux pays qui continueront à renforcer cette relation pour le futur. La signature des accords d'entente ont porté sur différents domaines, je vais en citer quelques-uns, la jeunesse et le sport, l'exemption de visa, nous avons signé un accord d'entente de gestion des portuaires. Voilà, en général c'est ça, mais aussi nous avons signé un accord sur l'aide humanitaire par rapport à la situation au Nord Kivu. Comme promis, le Qatar avait déjà promis de soutenir la RDC dans ce sens-là et un accord a été signé. Et voilà, le soutien du Qatar est effectif dans la situation sécuritaire et humanitaire qui sévit dans la partie est de notre pays. Voilà donc pour ces propos recueillis. Dans l'actualité également, aucun décès ni blessé n'a été enregistré à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans les entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante située au quartier Kingabwa. Nous sommes là à l'unité industrielle. Plusieurs équipements ont été consumés par les flammes. Reportage. Un incendie s'est déclaré le mercredi 20 novembre 2025 dans une partie des entrepôts centraux de la CENI située au numéro 3075 de l'avenue des entrepôts au quartier Kingabwa dans la commune de Limité à Kinshasa. Aucun décès ni blessé n'a été enregistré à la suite de cet incident. Cependant, des pertes matérielles ont été constatées. Les premières investigations ont permis d'identifier l'origine de l'incendie localisé dans la salle de stockage des batteries en lithium. Les premiers présidents de la Cour des comptes étaient entendus à la Commission économique et financière et des contrôles budgétaires de l'Assemblée nationale. Le premier président de la Cour des comptes était le premier à être entendu. Jimmy Munganga Ebaka s'est livré à un exercice de redevabilité pour expliquer à la économique et financière et contrôle budgétaire, la façon dont le budget 2024 a été exécuté. Initialement arrêté en équilibre entre les prévisions des recettes et les dépenses, le budget du pouvoir central et de l'exercice 2024 a été revu à la hausse représentant ainsi plus de 8%. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, lui, loin d'être en contradiction avec la Cour des comptes, l'argentier national s'est apaisanti sur l'affectation des budgets prévus dans tel ou tel autre secteur. Un exercice pas facile quand on sait que la représentation nationale a la maîtrise des réalités qui prévalent dans le Congo profond. Un jeu de questions-réponses a permis aux uns et aux autres de comprendre les enjeux, les urgences et parfois les imprévus dans l'utilisation des finances publiques. L'honorable Guy Mafuta Kabongo, président de l'ECOFIN. Comme d'aucuns pouvaient l'imaginer, il n'a pas éludé le débat. Et là, il n'y a pas eu de questions taboues. Toutes les dépenses ont été passées en peine fait. Toutes les prévisions également, les performances et les contre-performances. Et vous pouvez dégager la volonté des élus à ce qui est l'équité et la justice à travers les investissements sur tous les secteurs de la vie. Au nombre des interventions figure celle de l'honorable Lambert Osambo qui invite le gouvernement à en faire mieux. Nous avons trouvé des ministères qui y ont excellé par des augmentations excessives et puis il y a aussi quelques ordonnancements en termes d'urgence, mais du point de vue de l'exécution concrète, nous ne trouvons pas, les peuples ne sont pas ça. Nous apprenons qu'avant l'examen de la loi des finances 2026, prévu pour le lundi prochain, plusieurs responsables des régies financières et autres services générateurs de recettes vont se succéder à l'hôtel Béatrice pour être auditionnés par la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, la Chambre basse du Parlement. Ouverture au centre culturel de Kinshasa, la 47e conférence des présidents du Parlement de l'Union parlementaire africaine. D'autres détails dans ces reportages. L'ouverture solennelle de la 47e conférence des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine a été présidée par le président du Sénat de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Samal Kondé, en présence du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Emebo Sangare,
du vice-président de l'Union parlementaire africaine, des secrétaires généraux de l'UPA, de la présidente du comité des femmes de l'Union parlementaire africaine et des députés et sénateurs des parlements de l'Union parlementaire africaine. Cette session des présidents des parlements de l'Union parlementaire africaine tourne autour de la transition énergétique, de la bonne gouvernance numérique au service des droits de la femme, de la consolidation de la souveraineté des pays africains et de la paix. Dans ce mot d'ouverture, Jean-Michel Sama Lukonde a transmis les salutations et les messages de paix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ensemble des délégations venues participer à cette conférence ainsi qu'à leurs pays respectifs. Il a appelé les parlementaires africains à mettre en œuvre de voies et moyens pour faire face aux défis du moment sur le plan continental. Évoquant particulièrement la RDC, le président du Sénat, Sama Lukonde, a épinglé la situation sécuritaire dans l'est du pays. Il a lancé un appel à la solidarité des parlementaires africains par rapport à la situation dans l'est de la RDC afin de soutenir les différents processus en cours. À la solidarité des parlements d'Afrique ici réunis en vue de soutenir les différents processus de paix, notamment celui de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et celui de Doha entre le gouvernement et la FCM23. La résolution 2773 des Nations Unies sur la République démocratique du Congo et bien sûr le plaidoyer. Avant l'ouverture de ces assises, le secrétaire général de l'UPA a fait remarquer que les dialogues, la coopération, la solidarité entre parlements sont essentiels pour relever les différents défis auxquels les pays africains font face. Pour sa part, le vice-président de l'Union parlementaire africaine a souligné le rôle important que l'Afrique doit jouer dans la transition énergétique qui constitue l'un des thèmes au centre des échanges de ces travaux. Nous quittons Kinshasa pour Genève. En Suisse, sous la première ministre Judith a apporté un message fort, celui d'une République démocratique du Congo déterminée à engager à instaurer la transparence, traçabilité et gouvernance responsable dans les secteurs mini-reportages. La première ministre de la RDC, Julie Soumino Toulouka, accompagnée des ministres de la Justice et des Mines, a été accueillie à la Chambre de commerce de Genève pour présenter les réformes engagées dans les secteurs miniers et attirer des investissements responsables. Julie Soumino Toulouka a insisté sur la volonté de bâtir une économie résiliente, de sécuriser les chaînes d'approvisionnement et de promouvoir un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons pu constater que le pays et particulièrement la population aujourd'hui ne bénéficie pas suffisamment de ces minerais qui vous permettent aujourd'hui de communiquer à tous. Et n'eût été ces minerais critiques, vous ne serez pas à la pointe de la technologie aujourd'hui. Et donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de dire comment faire en sorte qu'on ait une chaîne d'approvisionnement des minerais critiques transparentes et qui permet d'assurer un développement équitable dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le commerce des minerais dans notre pays, si ça avait été fait de manière impeccable, on ne parlerait pas de guerre. On parle de guerre parce que ça n'a pas été fait dans les règles. Les ministres présents ont rappelé les efforts du gouvernement de la RDC pour renforcer la transparence, assurer la traçabilité et lutter contre la corruption. Nous avons fait de la question de la traçabilité une question cruciale parce que justement les mines sont considérées comme la principale raison de la guerre dans l'Est. Au-delà des efforts que nous faisons pour le retour de la paix, il y a cet effort qui est fait pour que ceux qui sont les end-users ou ceux qui travaillent dans les secteurs puissent savoir qu'il doit y avoir des bons interlocuteurs et les interlocuteurs à avoir en face, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que de ce point de vue, les messages ont bien passé au regard de la réactivité de la salle. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, CCIG, a salué une démarche jugée ambitieuse. Notre souhait, c'est précisément de pouvoir encore intensifier les investissements
d'ouvrir les yeux aux opérateurs économiques genevois sur ce qu'est le potentiel très conséquent dont recèle la RDC. Donc on est dans notre rôle ici, la Chambre de commerce, de place de marché, un carrefour entre l'économie et la politique, un pivot entre le local et l'international. Et on a été encore une fois très heureux que la Première ministre nous fasse l'honneur d'être des nôtres ici à la Maison de l'économie. Cette rencontre confirme la volonté de la RDC de se positionner sur la scène économique internationale en misant sur la bonne gouvernance, la traçabilité et des partenariats durables. Signature par la ministre des Hydrocarbures à Kassia Bandouboula avec la Société financière internationale d'un protocole d'accord pour l'exploitation du gaz pétrole liquéfié en République démocratique du Congo. Au cours d'une cérémonie conviviale, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Akassia Bandouboula Mbongo, et Mary Porter, directrice des divisions de la Société financière internationale pour l'Afrique de l'Est, ont signé un protocole d'accord visant à développer et à renforcer les climats d'investissement dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié en RDC. Ces protocoles d'accord ouvrent la voie à une énergie plus propre, plus saine et plus durable pour des millions de foyers congolais. Aujourd'hui, les gaz de pétrole liquéfié représentent moins de 1% de la consommation totale d'énergie en RDC, tandis que la majeure partie de l'énergie utilisée pour la cuisson provient de la biomasse. Pour la directrice de division de la Société financière internationale pour l'Afrique de l'Est, ces partenariats constituent une étape importante vers l'élargissement des options en matière d'énergie propre en RDC. Dans le cadre d'une collaboration pour laquelle la SFI va appuyer le cadre un peu réglementaire pour objectif d'attirer plus d'investissements privés dans le secteur du GPL et également en vue de contribuer à la réduction de la déforestation, à améliorer la santé des populations et à accroître l'utilisation des cuissons propres. Selon une étude menée par la Société financière internationale, le marché du gaz de pétrole liquéfié en RDC pourrait connaître une croissance de plus de 40 fois par rapport à la consommation actuelle, à condition d'améliorer les cadres réglementaires et de développer les infrastructures nécessaires. Autre chose, le procureur général, après les tribunaux de paix de Kinshasa-Lemba, a sensibilisé les étudiants sur le fonctionnement de l'action publique en RDC. C'est au temps du temps comment se déroule l'action publique en RDC que le procureur de la République, près du tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, a échangé avec les étudiants. Une conférence pédagogique qui a permis aux participants de comprendre les différentes étapes de la mise en mouvement de l'action publique, depuis la constatation au lieu d'infraction jusqu'à la poursuite judiciaire. Quand est-ce que l'action publique commence? On vous dira l'action publique commence la commission de l'infraction. Ce n'est pas le cas. On regarde des dispositions légales, l'article 77 du code COSEJ, l'article 53 du code de procédure pénale et l'article 1er du code de procédure pénale français. Et cet argument-là de dire que l'action publique commence à partir de la commission de l'infraction est basé sur quel fondement ou sur quelle base juridique? Le procureur de la République a expliqué les responsabilités du ministère public, le rôle des officiers de police judiciaire ainsi que le droit commun justiciable au cours de la procédure. Les étudiants, très attentifs, ont salué cette initiative qui éclaire davantage sur le fonctionnement de la justice pénale en République démocratique du Congo. Plusieurs questions ont été posées pour mieux cerner les enjeux et limiter les actions publiques. Nous avons éveillé la conscience de tous les participants. L'action publique ne commence que devant les juges répressifs. Lorsque le parquet est saisi, il ne s'agit pas de l'action publique, mais plutôt d'un droit de poursuite qui naît, parce que ce droit de poursuite peut aboutir ou ne pas aboutir. Moi, j'ai abordé effectivement sur le déroulement de l'action publique au Canada. J'ai essayé de parler du début de l'action publique, qui commence par la dénonciation sous serment du procureur de la couronne auprès du juge de paix. Une activité qui s'inscrit dans la volonté de rapprocher la justice de la population à travers la vulgarisation des notions fondamentales du droit.
Sacrée journée mondiale de l'enfance est célébrée le 20 novembre de chaque année. En marge à cet événement, l'organisation de recherche DNDI a tenu une conférence de débat axée autour du thème les avancées thérapeutiques et la prise en charge de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo. La trypanosomiase, connue sous le nom des maladies du sommeil, cette pathologie qui se transmet par une mouche tchétché infectée et classée parmi les maladies tropicales négligées, touche également les enfants. En marge de la journée internationale de l'enfance, célébrée le 20 novembre dernier, DNDI, une organisation partenaire du ministère de la Santé publique et Prévoyance sociale, qui s'investit dans la recherche et développement, a organisé une conférence débat à l'école de santé publique de l'Université de Kinshasa pour présenter le niveau des avancées thérapeutiques et prise en charge pédiatrique de la maladie du sommeil en RDC à travers un traitement déjà disponible pour les patients, surtout les enfants. Une thérapie plus sûre et efficace, facile à utiliser et à déployer. Ajoutez à cela la molécule actuellement en essai clinique dont les études sont en cours. Une fois approuvée, ça pourrait changer de manière significative la prise en charge de la maladie du sommeil au pays. Ce projet est coordonné par l'INTANVERS avec notre partenaire avec le programme national de lutte contre la maladie du sommeil ainsi que l'INRB et DNDI. En fait, l'objectif que nous poursuivons, c'est l'objectif de l'OMS qui est celui d'éliminer la maladie du sommeil d'ici l'an 2030. Nous voulons bien sûr qu'on puisse maintenant intégrer ce que nous appelons le jeu de tester et traiter, donc test and treat, que lorsqu'on teste des participants qui sont séropositifs, on puisse leur donner un traitement qui ne sera pas nocif. Selon Jacques Boulanga, directeur régional de DNDI, Afrique centrale et de l'Ouest, les avancées thérapeutiques sont considérables. Des discussions entre les parties prenantes étaient interactives, allant dans le sens de construire une réflexion collective. Le bourgmestre de la commune d'Njili a célébré son 33e anniversaire à la tête de cette municipalité. Cette journée était marquée par un moment de compassion en faveur des veuves et orphelins des 13 différents quartiers de sa municipalité. Reportage. Sans un sommeil de plomb, l'autorité communale a partagé cette célébration avec les femmes veuves et les orphelins. Tout a débuté par une prière d'exhortation dirigée par l'évangéliste international Jean-Paul Mayata, connu sous le nom de pasteur de la foi. L'homme de Dieu a rappelé que celui qui donne aux veuves et aux orphelins prête à Dieu. Le bourgmestre de la commune d'Njili, Bumbangaliema Papi, a expliqué les motivations de cette initiative caritative avant de procéder à la distribution de vivres et non-vivres aux bénéficiaires soigneusement identifiés. Un geste de solidarité qui s'inscrit selon lui dans sa vision sociale pour la commune. Il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de nommer nous les bourgmestres de la République avec une ordonnance qui a été signée depuis le 18 novembre 2022. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025. C'est 3 ans jour pour jour depuis que le chef de l'État nous a placés à la tête de cette municipalité. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui célébrer le Seigneur avec les mamans veuves. Nous avons célébré avec nos enfants orphelins. Aujourd'hui, donc voilà, en un petit mot, l'essence de cette activité du jour. La cérémonie dédiée à Dieu Tout-Puissant a également été marquée par la présence de l'évêque Adolphe Katunkoki Flamme, qui a apporté une touche spirituelle à cette journée commémorative. Rendons-nous cette fois-ci au quartier Kimbembo. Nous sommes là dans la commune d'Ngalema où une tête d'érosion en progresse dangereusement alerté. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est rendu sur place, question de procéder au lancement des travaux de lutte anti-érosive. À Kimbembo, dans la commune d'Ngalema, le ravin gagnait du terrain chaque jour. Ce matin, l'État congolais a décidé de dire stop. C'est vendredi 21 novembre 2025, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a lancé officiellement les travaux de stabilisation du ravin. Une intervention confiée à l'Agence congolaise des grands travaux ACGT sous la supervision directe de son directeur général, ingénieur Nikunza Unzao. La durée des travaux est estimée à 3 mois. Sur le terrain, l'ingénieur Kevin Babaka Lelo, directeur provincial de la CGT Kinshasa, a présenté les dispositifs techniques.
Dégagement des emprises, stabilisation du sol avec moellons et sable, construction d'un grand collecteur pour canaliser les eaux des ruissellements et réhabilitation complète de l'avenue Kimbembo, déjà coupée par l'érosion. En raison des risques d'effondrement, les autorités recommandent aux familles vivant près des pentes instables d'évacuer temporairement leurs habitations, le temps que le terrain soit sécurisé. La population doit comprendre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à chaque vie de chaque Congolais et qu'il nous a instruit de tout faire pour protéger nos concitoyens et de prendre tout ce qu'il faut et de mettre tous les moyens qu'il faut pour protéger nos concitoyens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec ces chantiers, le gouvernement réaffirme sa volonté de protéger les populations, préserver les infrastructures et renforcer la résilience de la capitale face aux phénomènes érosifs de plus en plus fréquents. Et pour finir, ces entreprises de construction de voiries ont détruit des conduites d'eau de la Régie des eaux. Leurs travaux à limiter Kingabois, ce qui a entraîné également des problèmes d'accès à l'eau potable pour de nombreux habitants de ce coin de la ville. Un reportage. Ici sur la voie Kirumba, on voit d'accès à la zone industrielle délimitée dans le quartier Kingabois. Une conduite de la Régie des eaux a été endommagée par l'entreprise qui exécute les travaux de réhabilitation et de construction de ces tronçons routiers, privant ainsi plusieurs foyers d'eau potable. Le même constat a été fait sur la voie Kawet, toujours à limiter Kingabois. Ici encore, une autre entreprise de concession de ces tronçons routiers, Crexet, a endommagé et détruit plus de 10 mètres de la conduite d'eau. La Régie des eaux desservant les abonnés de ce que la ville de Kinshasa. Face à l'urgence de direction générale, la Régie des GSA a immédiatement déployé et dépêché une équipe sur place pour s'enquérir. La situation est planifiée les réparations. La population n'a pas de l'eau. Mais cette population-là a besoin de la route. Alors, on ne peut pas interdire l'État congolais de faire les routes pour pouvoir donner à tout le monde l'accessibilité. Mais c'est là aussi, ça ne peut pas être la base de détruire notre réseau. L'entreprise là devait quand même nous contacter pour faire un suivi de ce qu'ils sont en train de faire ce réseau. La Régie des eaux appelle à une meilleure coordination entre les différents acteurs pour préserver les infrastructures essentielles. Celui qui a besoin d'une information, qu'il nous contacte et nous sommes là pour leur donner l'information vraie. Malgré ces multiples défis, la Régie des GSA reste déterminée et engagée à fournir de l'eau potable à toute la population congolaise. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci de votre sympathique attention, mais aussi à la chef d'édition Guidi Boiléa et à toute l'équipe avec nous, Jonathan Moubalama, Mameta Bangoulou, Léa ainsi que Jean-Guy Seka et Rubin Kumbouga, ce que nous avons pu vous informer. Restez avec nous, la vie continue, l'actualité aussi se poursuit sur notre antenne en français, également dans les 4 autres langues de diffusion. Grand sera le plaisir pour nous de vous retrouver demain soir avec 3 heures. Moi, je vous dis merci et à demain.